Silchom, de faire un aéroport à Evo, Silchom, de faire un aéroport à Infondo, qui est dans la forêt là-bas. Ça, et même, par exemple, construire des palais présidentiels, n'est-ce pas, dans tous ces chefs-lieux de département, parce que l'entretien coûte cher, et le président n'y va presque pas tout le temps. Donc je pense que là, il y a eu un peu de l'exagération. Et ça alourdit les dépenses, et peut-être c'est tout ça aujourd'hui qui nous conduit dans cette situation qui est la nôtre. Donc, c'est pourquoi je parlais donc de bilan mi-figue, mi-raisin. Maintenant, quand vous parlez d'agriculture, je vous comprends. Est-ce qu'on n'aurait pas dû, est-ce qu'il n'est pas temps, ou alors, s'il faut parler de municipalisation, est-ce qu'on ne peut pas parler de municipalisation sectorielle ou alors thématique? C'est-à-dire que on dit, écoutez, cette fois-ci, on met de l'argent pour développer l'agriculture dans les chefs-lieux de nos départements. Là, c'est possible, oui, c'est quelque chose, mais il faut que ça se fasse pas franchement comme on a l'habitude de faire des choses de manière un peu désordonnée. Il faut que ce soit bien pensé, bien structuré, pour qu'on se dise, là, on peut par exemple créer, si on veut faire l'agriculture, on veut par exemple prendre une zone comme Evo, on dit, on en fait un pôle de développement de certaines cultures. On prend par exemple Civiti, on s'est dit, oui, on constate qu'ici, la culture, ou je ne sais pas, ou de la banane plantain, ou de ceci, et on en fait un pôle. C'est possible. Ce sont maintenant des choix politiques. Je crois savoir qu'à un moment donné, le gouvernement a voulu réorienter la politique de municipalisation accélérée en parlant de municipalisation thématique. On dit, bon, on consacre le maximum d'argent pour essayer de l'injecter dans le secteur de la santé. Hélas, c'est un résultat nul parce que ça a été fait. Bon, on injecte un peu de l'argent pour le secteur de l'éducation. Bon, il y a des choses qui auraient pu être mieux faites, mais quand vous regardez, il y a toujours des écoles sans table-banc, il y a eu des détournements. Donc voilà le vrai problème. Le vrai problème, c'est celui-là. Donc ce que vous dites ne peut aussi se faire que si on essaie de minimiser les détournements. S'il y a toujours des détournements tels que nous le voyons, faites ce que vous voulez, donnez le nom que vous voulez, le contenu que vous voulez, ça sera vous à l'échec qu'on va se retrouver, n'est-ce pas, dans une situation difficile. Souvenez-vous que sous le ministre Maboulou, il nous disait qu'il y aura, les marchés seront inondés des produits qui sont issus de tout ce qu'il a fait. Mais ces poulets, on les a mangés, je pense, le temps d'une pluie, et puis il y en a plus sur le marché. Donc voilà, c'est le sérieux qu'on y met sur. Merci, Monsieur Alphonse. Nous allons prendre la question de Tendresse. Ouais, bonsoir, Monsieur Alphonse. Bonsoir, Tendresse. Bonsoir, Monsieur Faye. Bonsoir, Terre Noire. Bonsoir, Monsieur Blanchard. Donc, moi, je vais revenir sur la problématique des terres agricoles. Vous avez parlé du fonds rwandais. Du fonds rwandais qui est derrière ce projet. Maintenant, est-ce que de notre côté, pourquoi le gouvernement n'a pas pris cette question dans une posture de guerre économique ou d'une stratégie géopolitique? Parce que est-ce que le gouvernement rwandais a trouvé que le marché congolais, n'ayant pas de clusters scientifiques agricoles bien définis, que ce marché était facile à pénétrer, vraiment très ouvert? Vous pensez que ce côté, ce manque de scientifiques qui peuvent méditer sur ça, innover sur ça, fait partie de cette faillite? Maintenant, deuxième question, pourquoi le gouvernement n'a pas, ou le Parlement plutôt, n'a pas proposé de mettre ce projet dans le cadre des ZAP, des zones agricoles protégées,
mettre en place ou bien proposer une loi qui pouvait encadrer ce projet pour qu'il nous revienne en entier. Merci beaucoup. D'accord, je commence par la dernière question. Oui, la pertinence aurait voulu que si vraiment notre Assemblée nationale travaillait dans des conditions optimales, avec un peu plus de liberté, pourquoi pas, des députés bien formés, parce qu'il faut aussi les avoir pour comprendre la pertinence de certaines choses, eh ben, ça aurait été justement l'occasion de renforcer les actes que mène le ministre de l'Agriculture pour essayer de faire qu'il y ait une consommation, une production locale pour supporter la consommation locale. Bon, est-ce que c'était faisable? Tout dépend de la qualité des animateurs au niveau du Parlement. Mais les accords ont été concordés. Je crois que même le Parlement n'a vu que des accords atterrir. D'ailleurs, ce n'est même pas passé par le Parlement. Vous comprenez déjà ça. Donc, eux aussi, ils ont appris, comme tout le monde, avant que finalement le débat ne se transporte à l'Assemblée nationale. Donc, ça aurait été une bonne chose, parce que franchement, on travaille de manière optimale, on travaille dans une espèce de synergie pour mieux mûrir les projets ou de projets de coopération ou de partenariat public-privé. Ça, malheureusement. Maintenant, l'autre aspect, lorsque vous dites, maintenant, il faut savoir que le Rwanda, moi, ce que je constate, hein, ça c'est le regard que je jette en tant que journaliste, le Rwanda travaille de manière méthodique, c'est-à-dire que tout est bien réfléchi, tout est pensé, et je crois que le Rwanda a eu le temps d'étudier certains pays pour savoir que, bon, dans ce pays, je pense que je peux coopérer avec ces pays parce qu'il y a des faiblesses à tel niveau et à tel autre. Si vous voyez bien dans la sous-région, le Rwanda s'est appuyé et installé dans deux pays, notamment la République centrafricaine et le Congo-Brazzaville. Je crois qu'ils ont de la peine à s'installer en Angola pour proposer les mêmes choses. Ils ont la même peine pour proposer la même chose au Cameroun. Donc ça, c'est maintenant à nous d'avoir des stratèges, d'avoir des gens qui réfléchissent. Est-ce qu'ils nous mettent dans la même dimension en disant, bon écoutez, comme c'est des Congolais, ils aiment bien la vie, ils aiment bien la danse, ils aiment bien la bonne vie, bon, c'est des cousins, alors de toute façon là-bas, il y a des opportunités. Ça peut être possible. Je discutais avec un ami lorsque Kagame a commencé à faire ses premières entrées, a fait sa première visite au Congo. Je discutais avec un ami journaliste. Je lui ai dit, moi je crois que Kagame vient ici pour deux choses. La première, c'est que il voudrait mettre fin au séjour des Hutus qui sont ici et qui sont devenus d'importants hommes d'affaires. Ça le dérange. Il voudrait absolument avoir un bon regard sur Brazzaville. Et deuxièmement, je pense qu'il comprend qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Nous avons des terres très riches et qui sont inexploitées. Nous aimons aussi la bonne vie, l'ambiance, les belles femmes. Je crois qu'ils ont regardé tout ça. Et puis voilà, je suis désolé de le dire comme ça, que cela ne heurte pas certaines sœurs qui sont en train de nous suivre. Et puis bon, voilà, ils ont bien peaufiné leur stratégie. Donc, c'est à nous d'être certainement plus alertes. Bon, et voilà, moi je pense que c'est comme ça que le Rwanda travaille. Ils n'ont pas assez de terres, ils sont nombreux. Je me suis fait dire que leur fonds Crystal Venture, qui d'ailleurs serait très sur liquide, est en train, n'est-ce pas, d'engager aussi ce genre d'accord avec des pays comme le Zimbabwe. Qu'est-ce que j'ai dit? Le Mozambique plutôt. Et se serait installé sur la place de Londres pour essayer, n'est-ce pas, toujours de fructifier ce qu'ils ont comme moyen. Donc voilà. C'est ce que nous n'avons pas pu faire avec notre pétrole en créant un fonds d'investissement. On n'a pas pu le faire. Merci, M. Alphonse Ndongo. Juste pour rappel, Crystal Venture, dont M. Ndongo a de faire allusion,
c'est un conglomérat, oui, mais qui est géré par le Fonds patriotique rwandais. Donc, c'est un peu comme le PCT au Congo. Donc, ils ont créé des entreprises aujourd'hui qui partent investir dans différents pays, un peu comme ce qu'ils sont en train de faire au Congo. En réalité, donc, c'est le PCT du Rwanda qui souhaite acquérir les terres au Congo pour faire l'agriculture dans la culture du raisin. Voilà, donc nous allons prendre Jennifer. Voilà, rapidement, Jennifer, une question. Voilà. Tu peux activer ton micro, Jennifer, je t'ai envoyé l'invitation. Jennifer 1, Jennifer 2, Jennifer 3, tu peux le muter, nous allons prendre Mokondi TV qui n'a pas encore intervenu, et puis nous allons prendre Mokondi et Maurice. Ouais. Bonsoir Alphonse. Merci pour toutes vos publications que vous faites, c'est très intéressant. J'avais peut-être deux questions rapides. La première, c'est que comment vous faites pour, en tant que journaliste, pour pas vous retrouver dans des eaux troubles, c'est-à-dire à donner des informations qui peuvent être peut-être un peu sensibles et qui peuvent peut-être faire grincer des dents certains politiques. Et puis l'autre question qui est un peu plus, vous avez parlé des Rwandais, et moi je pense beaucoup à ce qui se passe à l'est de la RDC. Est-ce que vous pensez qu'un jour les deux Congos risquent, enfin peut-être surtout d'abord la RDC, mais que la RDC se retrouve disloquée du fait de ce qu'on a à l'est depuis en fait des décennies, c'est-à-dire que les provinces du Kivu et puis de l'Ituri par exemple, en fait tombe dans les mains du Rwanda, mais de manière un peu plus officielle, un peu comme à l'image de la Russie qui a pris une partie du territoire ukrainien. Est-ce que vous pensez qu'on peut se retrouver dans, je sais pas moi, d'ici 2030, 2040, dans une situation comme ça? Très bien, je commence par la dernière question, Mokondi TV. Alors, ce qui est vrai, si vous suivez très bien, à un moment donné, les républicains aux États-Unis, y compris même les démocrates qui sont actuellement au pouvoir, disaient que la RDC est trop grande, comme un peu le Soudan. Trop grande, il faudrait que ce pays soit morcelé. C'est un grand combat que beaucoup... Herman Cohen, par exemple, qui a été secrétaire d'État américain aux affaires africaines, a commencé à émettre un peu ce genre d'idée dans les années 80. Donc, c'est une idée qui est là. Et comme on sait que le Rwanda est quand même un allié aujourd'hui, non seulement d'Israël, mais aussi des États-Unis dans la sous-région, pour ne même pas dire en Afrique, et compte tenu d'énormes richesses dont dispose la RDC, mais incapable de sécuriser dans son pays, parce que incapable avec des dirigeants qui sont incapables de sécuriser leur pays, et la complicité de la communauté internationale qui, comme vous le savez, leur applique toujours l'embargo de ne pas acheter des armes pour se défendre. Je crois que, tel que je vois les choses, ça ne m'étonnerait pas demain que vous appreniez qu'il y a des indépendantistes dans cette partie de la RDC et certainement soutenus par des grandes puissances. Et ça ne m'étonnerait pas. Ça, il faut que... Ça, ce sont des projections que je fais parce que je vois qu'il manque un leadership politique en RDC pour vraiment se donner une certaine stature. Peut-être aussi la démocratie joue des mauvais tours à la RDC. Je m'explique. Le fait qu'ils aient quand même, il faut le reconnaître, dans la sous-région, une démocratie avec alternance qui fonctionne, fait que c'est toujours peut-être pas les meilleurs qui vont arriver au pouvoir. Et à contrario du Rwanda qui, lui, a un président qui est là le guide éclairé, qui donc essaie d'implémenter sa politique d'expansion. La RDC, après Félix,
ce sera quelqu'un d'autre. Et ça ne donne pas une certaine stabilité dans l'approche sécuritaire. Parce que chacun viendra en se disant « Ah, je n'ai que 8 ans à faire, ou 10 ans. » Donc, voilà le problème de la RDC. Maintenant, quant à votre première question, oui, ce n'est pas toujours facile d'exercer dans nos pays, mais je fais tout pour faire preuve de professionnalisme. C'est-à-dire que les informations que vous m'avez publiées, je passe le temps à les vérifier, à aller sur le terrain, à être sûr de ce que je fais. Et il y en a même plein que je ne peux pas publier, vous ne savez pas. Je sens que l'information est très sensible, je ne la publie pas. Prenez le cas de cette information qui a fuité, notamment la lettre de défaut de paiement. Moi, je ne l'ai pas publiée. J'ai plutôt parlé que j'ai eu accès à ces lettres, mais que je ne voulais pas la publier pour des raisons évidentes. Et la preuve est que le monsieur qui travaille au service du courrier qui l'a divulgué, je crois qu'il est maintenant sous clé à la CID. Donc, on fait un effort, un très grand effort. Et autre chose, je dois aussi être honnête, au départ, j'avais des gens qui suivaient, qui voulaient savoir chez qui je vais, j'en fréquente qui, et ils ont fini par comprendre que je ne fréquente personne, je ne fréquente aucun opposant, je ne fréquente aucune, je ne sais pas, personne qui est contre le régime, et que je suis seulement quelqu'un qui fait mon travail de manière honnête. Alors, ce que ça m'a amené, c'est qu'hier me regardaient avec beaucoup de circonspection. Il y en a aujourd'hui qui m'ouvrent leurs portes, qui me reçoivent, les autorités parfois haut placées, qui quelquefois même livrent des informations. Donc voilà, c'est ce qui, je ne dis pas que oh là là, je suis à l'abri. Non, on est toujours dans le contexte qui est le nôtre. On doit être précautionneux, on doit faire très attention. Et je fais vraiment beaucoup attention. N'oubliez pas, j'ai déjà été bastonné quand le général Mokoko arrivait, j'ai perdu mes dents. J'ai dû aller les faire, n'est-ce pas, en Chine. N'oubliez pas aussi que j'ai séjourné à la DGST. Donc, on fait notre travail de manière correcte, mais quand les gens après regardent, ils fouillent, ils peuvent vérifier mes communications et se rendre compte que nous essayons de faire avancer le pays, et c'est ce que je leur dis. Et je me réjouis parce que le regard d'hier est plus. Oui, je ne vous cache rien, il arrive qu'une haute autorité de la République m'appelle. Je ne vais pas donner des noms ici, des très hautes autorités, et qu'on discute et que je leur dise, franchement, on ne nous a pas dit la vérité, telle chose ne marche pas. Donc, et je crois qu'ils comprennent, ou elles comprennent que nous ne sommes pas des ennemis. Mais c'est toujours très difficile dans le contexte qui est le nôtre. Il peut arriver qu'un opposant veuille me voir, mais j'ai peur même d'aller le rencontrer parce que je risque gros, on risque demain de me faire une fiche en disant voilà, il rentre chez XY. Donc voilà, c'est pourquoi aussi je préfère rester dans l'axe économique et financier. Merci, monsieur Alphonse. Je pense que nous allons prendre entre Maurice et Mokonzi, qui est monté en premier, comme ça. C'est moi. Ok, merci, Mokonzi. Bonsoir, monsieur. Ndongo, oui. Alors, moi, ma question, elle est, en fait, c'est une réflexion, mais à haute voix, mais je vais vous la soumettre aussi. Alors, quand vous voyez, par exemple, vous voyez les États-Unis, vous voyez, par exemple, le Canada. Au Canada, lorsque les gens créent des compagnies, ils ciblent les États-Unis. Le Canada a une population de 41 millions d'habitants et les États-Unis ont à 323 millions d'habitants. Donc, lorsque les gens créent, les entreprises se créent au Canada, ces entreprises ciblent les États-Unis. Et quand vous prenez le Mexique, qui est tout au sud des États-Unis, qui est à 130 millions d'habitants. Et lorsque les entreprises se créent, notamment surtout sur la partie qui est frontalière avec le Texas, toutes ces entreprises aussi ciblent
les États-Unis, parce que c'est un grand marché de 323 millions d'habitants. Alors, lorsqu'on revient sur notre sous-région, notre pays qui est, je vais prendre les grands, en termes d'habitants, nous sommes voisins de la RDC qui a 109 millions d'habitants. Nous avons le Cameroun qui a 27 millions et l'Angola qui a 30 millions. En fait, les deux, ça nous fait pratiquement 106 millions d'habitants par là. Alors, moi, ma question est de savoir, d'après vous, pourquoi est-ce que lorsque, disons, la politique économique ou l'intelligence économique du Congo ne cible pas ces populations? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Quelle est cette politique-là qui ne cible pas les grandes populations qui consomment, mais on préfère aller peut-être prendre le Rwanda qui est très loin pour faire un partenaire. Voilà ma question. Merci. Très bien, chers compatriotes. Est-ce que d'abord nous avons des experts en intelligence économique? Les autres travaillent. J'ai l'impression que chez nous, c'est tout le monde qui veut faire la politique parce que ça rapporte gros, sans même savoir pourquoi. L'essentiel, c'est d'être chef, et puis bon, on a un garde-corps, un chauffeur, et une Mercedes, et puis la vie est belle, on a toutes les jouissances qui vont avec. Les autres, eux, ils réfléchissent. Ce que tu poses comme problème, comme problématique, est vraiment, je peux dire que le Congo est même gâté. On peut être un petit pays, de par la taille de la population et tout, mais être de grands producteurs, parce que nous, on a des terres qui sont inexploitées, et nous pouvons même d'ailleurs faire venir tous ces gens auxquels vous faites allusion, c'est-à-dire la main-d'œuvre qui vient de la RDC ou du Cameroun, produire chez nous afin d'inonder les marchés de Kinshasa qui sont juste à côté, et du Cameroun, comme il y a maintenant une route pour arriver jusqu'au Cameroun, ou d'Angola, à partir du Cabinda. Mais hélas, est-ce que nous avons des gens, des cellules de réflexion? Moi, j'ai l'impression qu'à l'époque du monopartisme, je suis désolé, hein, je ne suis pas nostalgique du passé, il y avait ce genre de cellules au sein du Parti congolais du travail, dont les gens qui réfléchissaient. Je pense que s'il y en avait encore, si c'était à l'époque, que même ces accords avec le Rwanda, peut-être n'auraient même pas eu lieu. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez lorsque vous n'avez pas ce genre d'orientation où on vit par à coup? Ah, il y a beaucoup d'argent et puis la vie est belle, sans que vous ayez des gens qui réfléchissent. Comment est-ce que vous pouvez utiliser cet argent afin de développer un tissu socio-économique, agricole, ou je ne sais pas quoi d'autre, pour inonder des marchés qui sont par exemple comme à Kinshasa. Kinshasa, c'est un marché quasiment de plus de 10 millions de consommateurs. Et c'est un marché d'une économie dollarisée, c'est-à-dire que toutes les transactions en RDC se passent en dollars. Alors, nous n'arrivons pas à le faire, tandis que moi je vois des gens qui partent avec des marchandises, je ne sais pas, du Cameroun, en passant par le Congo pour arriver pour vendre, je ne sais pas, le Madésou, des choses comme ça en RDC. Et nous, on est incapable de le faire parce qu'on veut seulement faire la politique. Ça rapporte gros. Voilà, on a les jouissances qui vont avec. Donc, votre question est pertinente. Peut-être que les gens nous écoutent, que les gens sachent que l'argent, ce n'est pas seulement les impôts, la douane. L'argent, c'est aussi savoir créer des richesses, créer l'auto-entrepreneuriat en milieu jeune, féminin, et de permettre que les gens identifient les besoins d'un grand marché comme la RDC. Ça m'étonne de voir des voitures qui quittent très loin du Cameroun avec des haricots, je ne sais pas moi, d'autres vivres, et qui arrivent à Total, ici chez nous au marché Total. Et que ces camions repartent vite, rentrent au Cameroun. Personne n'essaie de se demander quels sont les besoins du marché camerounais que nous on peut avoir au Congo. Moi je les identifie, bon, parce que je fais économie. Par exemple, le coco, ils en consomment tellement que les gens aujourd'hui, si ces camions repartent au Cameroun avec le coco,
ça fera de l'argent. Les gens font maintenant des champs de coco au Cameroun. C'est une enquête que j'ai menée. Donc nous, on a du poisson fumé à foison dans la partie nord. Les camions qui viennent déposer le maïdizou, quoi, ici à Total, repartent vite. Et voilà des réalités qui sont les nôtres. Vous posez là un réel problème. Parce qu'on ne doit plus aujourd'hui réfléchir par rapport au marché intérieur congolais. On doit produire en pensant à un marché sous-régional dynamique, surtout quand on va vers la ZLECAF. Merci, monsieur Alphonse. Nous allons prendre Maurice, une question rapidement. Richard, Oui. Blanchard, s'il te plaît, il faudra tout de doyen que le Madec est aussi ça. Il faut qu'on coupe le live, les frères. Parce que le doyen, quand même, c'est plus de 3 heures qu'on l'a retenu quand même. Effectivement. Merci la famille. Donc, pour terminer, en tout cas pour ma part, c'est encore gentil à vous, doyen, de nous tenir compagnie et puis de nous apporter certains éléments de réponse aux questions vraiment substantielles. Mais bon, pour ma part, comme j'interviens toujours en dernier lieu, je n'ai quasiment plus de questions. Mais sinon, je parlerai plutôt de la proportionnalité des politiques publiques, c'est-à-dire du but recherché par nos gouvernants pour leur population. Vous avez bel et bien parlé de politique sectorielle, ce qui, à mon avis, est la bonne marche à suivre, tant pour la dépense publique que pour le développement économique à l'échelle nationale. Mais bon, j'avais juste une question. Pourquoi l'État n'a-t-il tout simplement pas contracté un marché public de formation avec le Rwanda? Après, je sais que vous n'êtes pas politique, hein. Mais bon, pourquoi l'État n'a-t-il pas contracté un marché public de formation avec le Rwanda si jamais celui-ci considère que le Rwanda a une certaine expertise dans le cadre de la production du ricin, afin de former les populations locales au terme de laquelle l'État les équiperait afin que celles-ci exercent convenablement plutôt que de prendre leurs terres sachant qu'elles en dépendent? Voilà ma question. Bon, c'est une très bonne question. Je pense que la réponse se trouve aussi à l'intérieur de votre question parce que l'État, pourquoi l'État ne l'a pas fait? Tout simplement, peut-être par paresse, peut-être qu'il y a des choses que vous et moi ne connaissons pas, parce que c'est quand même inexplicable que même le Rwanda, qui n'a pas franchement aussi une expertise en matière de culture de ricin, soit proposé pour venir prendre des terres afin de les mettre en valeur et d'y cultiver le ricin qu'il va revendre à Eni Congo. Oui, bon, semble-t-il que la main-d'œuvre sera purement locale, mais je pense qu'il y avait mieux à faire. Donc, c'est des questions qu'on est en droit de se poser. Bon, c'est vrai qu'il y a un autre volet, ils disent qu'il y a la coopération au niveau des services qui est là. Peut-être que le Rwanda pourra nous apporter mieux dans sa façon de gouverner, notamment sur le plan numérique, électronique. C'est des choses qui se disent, mais encore faudrait-il que ça se concrétise. Mais je pense que les Rwandais ne sont pas beaucoup plus là pour ça, ils sont beaucoup plus là parce que il y a quand même un contrat juteux qu'ils ont obtenu de la part de notre gouvernement. Merci, monsieur Alphonse. Rapidement, monsieur Roch, ouais. Ta question? Oui, bonsoir. Merci pour la parole. Je vais peut-être un peu avoir une question qui sort un peu du thème. Je suis désolé, hein, je suis arrivé un peu à la fin et j'ai pas suivi vraiment tout le déroulé, donc vous m'excuserez déjà un peu pour ça. Donc rapidement, c'était pour savoir un peu, bonsoir monsieur Ndongo, est-ce que vous, aujourd'hui, en observant un peu la géopolitique mondiale, la tectonique des plaques un peu qui se produit entre le bloc Occident et puis nous avons un peu le bloc Russie-Asie, en observant un peu tous ces mouvements et surtout d'un point de vue financier, économique, puisque c'est votre domaine, est-ce que vous portez un regard particulier où ça vous arrive d'analyser un peu les choses sur
des questions de souveraineté économique et monétaire. Et là, typiquement dans le cas du Congo, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous portez un regard et qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est une question un peu ouverte, très, très vaste, mais succinctement, est-ce que quand je parle de souveraineté économique et monétaire, je pense que vous savez à quoi je fais référence. Est-ce que c'est des choses que, quand on fait de la prospective ou de l'analyse économique et financière ou de l'enquête, c'est des choses sur lesquelles vous portez un regard particulier, et quelles seraient peut-être des choses que le Congo, dans le cadre de prospective, pourrait faire ou s'apprêter à faire pour poser des jalons éventuellement si les choses venaient à changer assez, bon, peut-être pas rapidement, mais elles sont en bonne marche, en bonne voie en tout cas, quand on connaît quand on voit un peu comment se forment les BRICS aujourd'hui notamment, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger de ce côté-là. Je ne sais pas si vous avez saisi un peu la question, donc, si je peux me répéter, n'hésitez pas. Alors, c'est une question d'une importance capitale lorsqu'on parle de souveraineté économique et monétaire, surtout pour des pays comme le nôtre. Je parle du Congo. Le Congo a besoin des autres pays de la sous-région, c'est-à-dire ceux de la CEMAC, qui sont tous membres pays qui utilisent la même monnaie, le franc CFA. Et c'est pourquoi je pense que une telle hypothèse ne devrait pas reposer sur un seul pays comme le Congo s'il faut parler de souveraineté économique et monétaire. Je sais que oui, le franc CFA, comme on sait, les gens diront oui, ça vous donne une certaine stabilité par rapport à des monnaies comme le franc congolais, le kwanza angolais ou le naira nigérian, bref. Mais il va falloir que les générations actuelles, notamment donc vous, moi je suis à cheval entre les deux, commencent à réfléchir sur cette question de souveraineté économique et monétaire. Je pense que c'est ce qui fait la force des pays que vous citez, notamment la Russie, la Chine et même le BRICS qui se crée, parce que si ces pays n'y songeaient pas, ils seront tout de suite absorbés par la puissance occidentale avec les États-Unis en tête, suivi de l'Union européenne. Je sais que le président, je ne fais pas de la politique, j'avais apprécié cet accord. Le président Sassou, lors d'une visite d'État en Chine, avait même signé un accord sur la parité franc CFA yuan. Ça voulait tout simplement dire que, comme la Chine devient notre meilleur partenaire commercial, pour ne même pas dire économique, devant la France, nous pouvions aller en Chine avec des francs CFA et obtenir les yuan, et l'inverse aussi pouvait se faire. Mais seulement, ce n'est pas évident en ce qui concerne le franc CFA pour la bonne raison que tout se passe encore au niveau du trésor français. Et donc le Congo n'est pas aussi le seul pays de la zone franc parce que nous dépendons tous d'une banque centrale dont le siège est à Yaoundé, notamment la BEAC. Et donc cet accord, qui pour moi est très important dans le cadre de la souveraineté monétaire à laquelle vous faites allusion, je ne dirais pas qu'il est mort de sa belle mort, mais cet accord reste inopérant. Et pourtant, le Congo en le faisant, c'était pour ouvrir la porte à d'autres pays de la sous-région afin que nous prenions notre destin en main. Hélas, il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de souveraineté économique et monétaire en ce qui concerne nos pays. Si tout doit être fait en France, la monnaie doit être frappée en France, bon, il y a toujours des gens qui dirigent depuis Paris et gèrent nos devises au niveau du fameux compte d'opération. Donc je suis totalement d'accord avec vous. C'est des questions qui méritent franchement, pourquoi pas, que de plus en plus des intellectuels, des journalistes, des acteurs de la société civile, des politiques même,
en parle, échange autour de cette importante question afin de bâtir, de faire des projections sur le futur de l'Afrique. Si on ne le fait pas, je ne crois pas qu'il y aura de développement. Et il faut accepter que l'on puisse s'affranchir, n'est-ce pas, de l'ancien ordre pour nous établir dans une perspective révolutionnaire, une perspective qui bâtit notre chemin de développement. Et c'est pourquoi c'est une importante question que vous évoquez. Et on pourra faire 2-3 heures pour épiloguer autour d'elle. Je pense que pour l'instant, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci monsieur Alphonse, merci Roch. Nous allons prendre la dernière personne, c'est madame Georgette, c'est la dernière question. Ensuite, je ne sais pas si Faye et Terre Noire auront quelque chose à dire, sinon monsieur Alphonse pourra dire son dernier mot. Parfait. Oui, bonsoir à tous. Ah, j'ai attendu longtemps. Désolé, maman. Merci beaucoup. Mais je voudrais poser 2 questions parce que j'ai suivi la fois dernière un journaliste rwandais qui était... il y avait une émission qui a eu lieu avec M. Clément Mirassa. Mais le journaliste rwandais a dit ceci à propos des accords avec le roi. Il a dit que le Rwanda en fait, avec tout ce que les Congolais ont dit qu'ils ne veulent rien savoir des accords entre le Congo et le Rwanda ne veut rien savoir. Ils vont mettre leurs accords en exécution d'ici décembre 2024. Je ne sais pas si vous, en tant que journaliste, vous êtes au courant ou pas. Et la deuxième question, qui n'a rien à voir avec le Rwanda, c'est sur le coupon du billet de Brazzaville-Paris. Parce que le Congo, c'est le coupon le plus cher. Il y a un article qui était sorti dans un journal dans lequel on nous parlait de 4 dignitaires, je crois, congolais, qui étaient soudoyés, à qui on versait des pots de vin au détriment des Congolais, en fait, du prix. En fait, c'est ça qui justifiait que l'augmentation du prix... Les billets. Le prix du billet Brazzaville-Paris. Mais vous, en tant que journaliste, nous avons constaté que cet article est passé dans les réseaux sociaux, mais beaucoup, les journalistes congolais, ils se sont pas trop, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires à ce sujet, on nous a pas trop parlé de ça, qu'est-ce qu'il en est, quoi. Entre Air France et quelques dignitaires qui touchaient des pots de vin, sur les billets Brazzaville-Paris. Merci. Merci, Maman Georgette. La question que vous abordez est très importante. C'est connu que nous ne sommes pas compétitifs dans la sous-région. Au départ de Brazzaville, les billets coûtent cher. Mais avant d'arriver à l'aspect que vous évoquez, qui n'est pas écarté, l'aspect de corruption, il faut noter une chose, c'est que nos aérogares, la plateforme Brazzaville, comme celle de Pointe-Noire, coûtent cher. Les tarifs, semble-t-il, de la marque sont chers. Le toucher, c'est quoi dans le langage de l'aviation civile? Lorsque l'avion touche seulement le sol congolais, il paie déjà, semble-t-il, $1000. J'ai détiens cette information de quelqu'un qui est du secteur. Et deuxième point, notre aéroport n'est pas compétitif. Bon, quand je dis compétitif, en termes de prix, oui, mais aussi, on n'a pas vraiment assez de compagnies.
Prenez l'exemple, si vous voulez aller en France maintenant, oui, au départ de Brazzaville, vous avez Ethiopian, vous avez Air France, et vous avez dans une moindre le Royal Air Maroc. Tandis qu'à Kinshasa, vous avez, je ne fais pas la publicité, Bruxelles, vous avez Air France, vous avez Kenya, vous avez Ethiopian, vous avez Turkish, vous avez même Égyptair. Donc vous voyez, ça fait que les compagnies qui règnent en maître, qui sont en situation de monopole, pratiquent les prix qu'ils veulent. Pratiquent les prix qu'ils veulent. Maintenant, si vous dites que pourquoi les journalistes congolais ne s'en ont pas fait l'écho de l'article auquel vous faites allusion, vous savez, les réseaux sociaux, c'est à la fois du bon et du moins bon. Quand je lis beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, mais si je n'ai pas la certitude que ça vient d'une source crédible, moi en tant que journaliste, je m'en méfie. Il faut que je sois sûr. Parfois, il y a des informations qui paraissent, qui sont bien écrites, qui sont bien relayées, mais parfois, ce sont des faits. Maintenant, ce que vous dites, moi j'ai lu cette information, mais on me l'a partagée, j'étais un peu mal placé pour vraiment pouvoir la confirmer avant de la relayer. Donc voilà souvent ce à quoi on est souvent confronté. Donc il est possible, hein, il est possible que, connaissant notre mode de fonctionnement, des gens qui travaillent, n'est-ce pas, faire des transports, puissent être des complices. Pourquoi pas qu'ils puissent bénéficier des billets d'avion et d'autres avantages pour maintenir les prix d'Air France tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est pas possible. Ça ne m'étonne pas du tout. Il y avait la compagnie Kenya Airways chez nous, elle a dû quitter Brazzaville pour s'installer à Kinshasa. Parce que pour qu'elle s'installe ici, elle ne s'est pas installée elle-même. Elle a été conduite ici par la fille d'une grande autorité. Qui dit bon, on vient au Congo, donc tout ce qui se passe, les transactions, c'est moi qu'on connaît, ce n'est pas Kenya Airways. Il y avait beaucoup de recommissions. Kenya Airways a décidé de ne pas travailler comme ça. Il a décidé d'aller s'installer à Kinshasa, enfin de rester à Kinshasa, parce que quand vous aviez un problème avec Kenya Airways, ils s'en fichaient, hein, vous avez perdu un bagage ou quoi, ils s'en fichent, parce qu'ils savent qu'ils ont la fille d'un grand chef, qui d'ailleurs avait aussi une agence de voyage, je ne cite pas son nom. Donc ce sont des pratiques qui ne m'étonnent pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Le fait que chez nous, nous ayons quand même de bonnes infrastructures maintenant aéroportuaires, mais nous avons des billets qui coûtent très cher. Il y a le problème de monopole, il y a la complicité possible de nos autorités. Donc ce n'est pas impossible. Maintenant, vous avez posé la première question, la première en avait deux. La première, Maman Georgette, voudriez-vous me la préciser? Oui, allez, madame. Oui, mais je voudrais quand même vous dire ceci. Lorsque Air Afrique, parce que je suis un ex-agent d'Air Afrique, lorsque Air Afrique a fermé les portes, il y a eu un problème entre les agents d'Air Afrique. Jusqu'à présent, leurs droits n'ont jamais été payés. Le chef de l'État, il avait mis en place 4 à cette époque-là, les personnes qui ont été citées dans cet article-là. C'est ces gens-là que le président de la République avait mis en place pour essayer d'épiloguer le problème des agents, pour liquider le problème des agents d'Air Afrique. Et c'est la raison pour laquelle je me dis que cet article-là n'avait pas menti, c'est sûr et certain, parce que jusqu'à présent, Air France, qui est bien impliqué dans cette affaire des droits des agents d'Air Afrique, ils n'ont jamais rien fait parce que Air France était bien actionnaire. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais payé les agents d'Air Afrique. C'est le seul pays qui n'a jamais payé les agents d'Air Afrique. Mais ces 4 ministres-là... Je ne vous coupe pas. Comment? Je ne vous coupe pas, Madame Georgette. J'ai un ami qui était, par son âme, il était huissier de justice. Et une fois, nous sommes allés à l'aéroport, il m'a amené en tant que journaliste, il me dit,
il voudrait saisir l'avion d'Air France. Il me dit, t'as vu, nous sommes allés à l'aéroport, l'avion Air France était encerclé par des hommes en tenue. Voilà, je préfère dire ça comme ça. Donc, qui l'empêchait d'exécuter son acte judiciaire. Voilà, il m'a amené en tant que journaliste, il dit, t'as vu, regarde, ce sont des militaires, et pas des moindres, de la présidence, oui. Voilà. Donc, ces 4 ministres cités dans cet article-là, ce sont ceux-là que le président de la République avait demandé de régler, de suivre le dossier d'Air Afrique. Et c'est tout à fait normal que ces gens-là soient impliqués par ce problème de pot de vin avec Air France. Bref, c'était juste une précision que je voulais donner. Non, et le deuxième problème, je suis... Ce genre d'information m'intéresse parce que c'est Air France. Parce que si vous regardez la convention réglementée que l'État congolais a signée avec le comment l'appelle l'huissier le liquidateur de l'époque qui était Vincent Penapitra, qu'ils ont signé avec les agents d'Air Afrique. Il y avait ces 4 ministres qui devraient suivre cette convention réglementée, et cette convention réglementée qui n'est jamais exécutée. En principe, les agents d'Air Afrique seraient déjà payés, mais comme ces 4 ministres étaient impliqués dans ce dossier-là, ce sont eux qui ont boycotté jusqu'à... Je crois qu'il est allé en prison pour ce dossier, non? Je ne sais pas s'il est toujours... Oui, il est allé en prison pour ce dossier, mais il y avait anguille sous roche. Il y avait autre chose derrière. Ce sont tout ce monde-là qui ne voulait pas que les agents d'Air Afrique soient payés. Mais le deuxième problème, la deuxième question que j'ai posée, c'était sur... j'ai suivi sur YouTube le Grand Lac. Il y avait une émission qui s'est passée entre un journaliste rwandais et M. Clément Mirassa. Le journaliste a dit ceci. Oui. Un journaliste rwandais, le Grand Lac, je crois, l'émission en question. Le journaliste a dit ceci, que les Rwandais ne veulent pas exécuter ce que les Congolais demandent. Ils vont mettre en exécution leur projet d'ici décembre pour exécuter leur contrat qu'ils ont signé avec le Congo. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Bon, je suis quelque peu au courant parce que il y a des choses que je ne peux pas pour l'instant dire tant que je n'ai pas vérifié. Est-ce que dans le cas de ces accords ISAM, ce que j'entends dire, c'est que le Rwanda aurait engagé de sa propre poche des frais que le gouvernement congolais n'a pas eu à supporter. Notamment, il était question de viabiliser le site de Maluku très chaud. Et le gouvernement congolais sans argent, le Rwanda a donc dû viabiliser le site, c'est-à-dire en amenant de l'eau et de l'électricité à ses frais. Le Rwanda aurait encore dépensé de l'argent pour d'autres études que le Congo n'a pas pu réaliser. On parle de plusieurs milliards. Vraiment, je donne cette information avec des pincettes. Et donc, ça ne m'étonne pas. J'ai entendu dire, c'est justement aussi un Rwandais qui me disait, beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe. Nous savons que nous avons un accord avec le Congo et nous, on va commencer à l'exécuter. Si on ne s'est pas installé entre-temps, c'est parce que le Congo n'avait pas respecté sa part de contrat, notamment au niveau des usines qui sont à Maluku. Donc nous, il fallait qu'on installe d'abord le courant, qu'on fasse certaines études. Donc, ça ne m'étonne pas, et ça ne m'étonne pas que ce soit qu'il en soit ici. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous sommes, je pense qu'à la fin de notre live. Oui. Alors donc déjà dans un premier temps, merci encore à vous, Monsieur Alphonse Novo, pour votre intervention, pour le fait d'avoir répondu en tout cas clairement sur les questions qui ont été posées. Et je pense que en tout cas on a eu le résultat qu'on attendait. Voilà, on voulait des éclaircissements sur certains points. Je pense que ça pourra permettre aussi à certains Congolais ici de comprendre. Moi en tout cas pour ma part j'en ressors avec pas mal de connaissances. Et juste pour ça, je tiens à vous remercier. J'espère que nous nous retrouverons très certainement une prochaine fois pour d'autres sujets d'ailleurs hein, de l'économie, puisque vous avez abordé aussi quelque chose sur le cadre économique que j'ai retenu, sur la question de la diaspora aussi, qui, je pense, doit à un moment donné aussi aller un petit peu du côté du pays. Et je pense que le premier pont que doit faire une diaspora, avant même que ce soit un pont physique, doit déjà être un pont idéologique ou un plan imaginaire qui doit se faire de sa tête. Et donc forcément le deuxième, c'est par la communication. Donc nous avons eu cette possibilité de pouvoir communiquer. Et donc pour ça, nous vous remercions et j'espère que nous aurons un plaisir de pouvoir rediscuter. En tout cas, j'ai ajouté votre compte, hein, je me suis abonné à vous pour potentiellement pouvoir vous écrire si besoin. Voilà. Faye, c'est un mot comme ça, monsieur. Ouais, en tout cas, merci Kolo Tunandengo au disposé ton nao pour nous répondre à ba Congolais, vraiment c'est un plaisir. Et n'engna le banco à ba Congolais, monsieur soupé que le via za mamba politique te a yo le belapso kaka mamundé ni zo les canaux finance parce que ça domaine hein. Et puis il faut que tous alana ba te belé boé dans chaque domaine pour nous éclaircir biso parce que tous alana gouvernement encore en temps normal dans chaque ministère fait alana ba communicant pour nous couper ça bongo bah, comment on appelle makambo zo les canaux ba ministère mais malheureusement tous en angoté donc ça fait ce que chacun analyse de sa façon ils à la voix te ba fake news peso les canaux mingi donc moi tous en bato oyo quand même bazak kati ya makambo entre l'autorité na peuple bazoye bandenge ya komema biso pe mamba vérité sur la toile et se permettre à ce que ba politique misusu ba meka bongo ko manipuler peuple te parce que na kati ya manipulation na pe mema mambo ebele ko mema pe ba kufa ko mema pe ba agression misusu so pourtant to se rendre compte. En tout cas merci Kolutu et puis tozo senga pe na bato misusu ba autorité surtout ba autorité ba mi ba bikima mingi dialogue ba kima mingi ko solola yango mambo na bango tu eza flou te ba Rwandais ba zo le so ba pédagogie na mboka na biso donc vraiment Kolutu merci à trop nzamba batela et puis ba autorité va comprendre que non il faut bato boué parce que ndengo éclaircir bato au solo li pe na place na bango solo li pe na place à peuple donc du côté au bato va comprendre qui te ba même bato le poto moko compliqué matin sunda ba le poto moko ba comporter eu qui clair donc merci en tout cas Kolutu l'autorité penza ba fongole lope ba porte et celle à ce que non aux allemands a accepté na makamo misusu ou ko éclaircir pe ba congolais en tout cas merci encore Kolutu na ba congolais nyonso ba intervenir merci en tout cas merci. Merci beaucoup. À tout le monde, les autres ont tout dit, hein, monsieur Alphonse, nous sommes très contents de t'avoir reçu dans ce live. Et nous avons été vraiment édifiés sur les questions économiques et financières, parfois même politiques, parce que moi je sais que quand vous faites une publication ou vous tenez des propos, ça veut dire que vous avez vérifié les informations, parce que vous ne publiez pas n'importe quoi. Vraiment c'était important et merci à tous ceux qui ont participé aussi. Donc nous sommes à la fin de notre live. Je vais demander à monsieur Ndongo de dire son mot de la fin et comme ça nous allons le dire bonne nuit et merci encore pour la disponibilité monsieur Ndongo. Et surtout que nous s'abonner pe na vieux pour que ba landa pe ming ba actualité hein ba landa ba actualité et vieux pas na restaurant le plat d'or voilà na restaurant vieux voilà le plat d'or to le dit congolais d'abord boko koti sa mbongo kuna boko koti sa mbongo kuna Hello ya makasité. Hello ya makasité. Moi pour qui est gaga. Bon vraiment on a sepeli en tout cas Faye merci. Gloire à Dieu le colato Poutanine grâce à na TikTok. Parce que natangaka yo, natangaka biloko wana ozokoma ba sorti na yo, mais nayebi yo bien te. Donc vraiment nayebi te jour moko to okutana pe. Okutana na biso Kolutu. Merci. Merci en tout donc cas. Vraiment merci à tous, hein, Blanchard, j'ai été très heureux. C'est bien qu'on ait ces gens d'échange.
je suis au centre de la connaissance. On a eu le temps d'échanger avec vous et je serai toujours heureux. S'il y a une autre opportunité d'échanger, je serai toujours des vôtres. Je ne vois pas le temps, je n'ai même pas vu le temps. Là, il est 0h17. Je l'ai fait avec plaisir parce que je suis quelqu'un, quand je donne ma parole, tu m'en as parlé hier, et j'étais vraiment très dérangé lorsque le courant est parti. Dieu merci. On a pu franchement échanger et ça m'a permis de m'étendre sur certaines questions. Même il y a des questions qui étaient inattendues, qui étaient très délicates. Vraiment, c'est pas facile et on doit toujours faire preuve, n'est-ce pas, de promptitude pour essayer d'y répondre. Merci à tout le monde. En tout cas, merci et à très bientôt. Merci. Kouloutou balobi quand même bon kitsa moi pris hein. Darso salobi kitsa moi pris dans restaurant. Voilà client dans 5. Ah ouais, ça me comment cher bongo. Peut-être 20 zombies. 20 zombies. Autozotia pe basafu là parfois ils ont saison la bisoté ou dis-moi aussi kakuna la Cameroun. Ce qui te tient à 5 minutes, c'est parce que tu as bio. Et pas un abisso, tout ça, la cuisse de poulet, elle de dindon, tout ça, la Cameroun. Et pas un abisso, ils ont vraiment pour nous le poil à Mosaka, tout ça, le poil à Mondeme, pour lier à Kana, la Likwala Kuna, il faut vraiment banzenze, bref, pas Tobambori. Ils ont vraiment, moi, mixage, il y a culture nabisso parce que tout le monde dit que ceux qui m'ont taillé pas un nabisso, peut-être il y a nord, il y a l'ingali à Kakakwanga, donc Mungwele à nord. Ceux qui ont monté à sud, ah non, bah, ça va Ouyaka. Il y a Namama. Donc parfois, ils sont toujours ça là, moi, ma Camerouna, donc, bon, bah, tu vas comprendre, ils sont marché et commis passe. Ceux qui vont tomber en Ukraine. Kouloutou, adresse à restaurant, gros frère, adresse à restaurant. Le col a bis toujours déménagé, non? Parce que quoi, il consomme la rebelle, ils sont dans l'arti. Ils sont 200 millions, ils sont donc toujours long. Donc, bientôt, on peut savoir nos adresses, puisque pour ça, moi, publicité. Il n'y a pas de problème. Ça sera avec plaisir. En tout cas, tu reçois les publicité. Kouloutou, ma petit frère, notre Terre Noire, il est bien suivi. Blanchard, tout le monde. En tout cas, on va faire passer le message pour que tu aies un restaurant. Parce que déjà, ça, la mosala, moko kitoko, motazo peso me loga au sala, il logote. Donc, tu contribues dans l'engue à Kouloutou. Merci. D'accord, d'accord. Direction générale, donc du moins d'accord, donc tant que après, rejoins-moi l'image pour la routine de la vie. D'accord, confrère, d'accord, plaisir à toi. Donc vraiment merci d'appeler CPI, donc merci à surtout au sein de la Macassi, c'est vrai, ils ont vraiment compliqué, mais ne refusez pas le pays. Le pays nous appartient à nous tous. Exactement. Donc faut pas rater. Donc, vraiment toujours dans ma qualité pour Namboka. Tout à fait. Parce que, fin des fins, Nalandenge Bozakuna, Nabamakambozo Sala Batouana, donc, fin des fins, Tozonga. Exactement. Donc, c'est un peu ça. Merci, grand frère. Merci. Didier, peut-être avec moi, les Cambodgiens, il a une soeur qui est montée là. Didier, vite fait, parce que le grand frère. Je vais juste. En fait, je me rappelle du monsieur, c'est quelqu'un que j'avais l'habitude de voir et tout à la télévision. Donc, je suis très fière de lui, très fière de son travail. Hein. D'accord. Merci, maman. Merci, Billy. Ah, il est petit à heure et à Boyevo. Attends là, 130 personnes là déjà. D'accord, Terre Noire, donc te clôturer Nabiso à nos commerçants en tout cas. Merci la famille, merci à tous ceux-là qui ont intervenu. Merci Nakolo tout bon. En tout cas, tu live Nabiso. À la prochaine. Merci.